En octobre 1989, le corps d'une femme est retrouvé dans une forêt aux abords du village de Dietz, en Allemagne de l'Est. Elle a été frappée à coups de marteau, puis étranglée avant de subir des sévices sexuels. Sur les lieux, on retrouve des sous-vêtements lui appartenant et ayant été volés sur une corde à linge. La police l'ignore encore, mais il s'agit là de l'œuvre d'un tueur en série pervers. Il savait ce qu'il faisait. Il était conscient que c'était mal. Mais il l'a fait malgré tout, peu importe ses pulsions ou ses désirs. Le meurtrier est un homme de 23 ans, appelé Wolfgang Schmidt, qui arpente les bois environnants à la recherche de proies pour satisfaire ses fantasmes sexuels déviants. Il sera surnommé la bête de Billitz. J'étais debout jour et nuit. Et dès que le téléphone sonnait, je me levais d'un coup, de peur qu'il ait encore frappé. Les 2 années suivantes, il s'en prendra à 4 autres femmes et un bébé. Tout cela dans le but de combler ses horribles pulsions sexuelles. Nous avons affaire à un homme esclave de ses désirs à tel point qu'il finit par attiser lui-même la frénésie de son addiction. Wolfgang Schmidt, la bête de Billitz, vient de se hisser au rang des tueurs les plus sanguinaires de la planète. Wolfgang Schmidt a sauvagement assassiné 5 femmes ainsi qu'un bébé sur une période de 2 ans. Il commet ses actes dans les forêts entourant la ville de Billitz, en Allemagne de l'Est. Quand la police l'arrête enfin en 1991, le mur de Berlin est déjà tombé et Schmidt doit faire face à la justice d'une Allemagne réunifiée. Son procès démarre le 20 octobre 1992, 2 semaines après le 26e anniversaire du tueur. Les galeries du public étaient pleines à craquer. Une vraie boîte de sardines. Tout le monde voulait voir Wolfgang Schmidt. C'est bien sûr dû à l'attrait pour le sensationnel. Et il est évident qu'une affaire complexe, qu'un meurtre ignoble attisera la fascination de la population. Schmidt assassine 5 personnes et s'en prend à 3 autres femmes dans le seul but de satisfaire une perversion très atypique. Voler et souiller leurs sous-vêtements. Et son seul moyen d'y parvenir est de les tuer. Certains éléments des actes de Schmidt envers les femmes démontrent un désir d'humiliation assez extrême. Et le pardon est tout à fait inimaginable, car il était littéralement hors de contrôle. Il assouvissait tout bonnement ses fantasmes aux dépens de quiconque se trouverait sur son chemin. Tout le pays était bouleversé. Toute l'Allemagne, pas seulement les régions de Berlin ou de Brandebourg. On en parlait aux infos nationales. L'Allemagne était choquée. Et en dépit de la violence extrême et des éléments sexuels propres à ses crimes, Wolfgang Schmidt ne montre que peu de remords lorsqu'il est jugé coupable et condamné à 15 ans de prison. Je pense qu'il était un peu gêné. Mais je ne dirais pas qu'il regrettait, surtout pas les meurtres. Au cours du procès, il devient évident que le mobile de Schmidt est l'assouvissement de ses fantasmes consistant à déféquer dans des sous-vêtements de femmes pour atteindre l'extase. Il est alors diagnostiqué comme coprophile. La coprophilie est une forme assez rare de paraphilie, qui se résumerait à une attirance sexuelle pour les déchets humains, les excréments. Ces personnes sont excitées par ces choses-là. Et c'est extrêmement rare, même parmi les tueurs en série. N'importe quel fétichiste de grande envergure devient le plus souvent incontrôlable. Et c'est tout aussi vrai avec une personne qui éprouve une satisfaction intense, comme c'est le cas ici, en portant des vêtements féminins. Ce plaisir particulier, mêlé à la coprophilie, est un mélange instable. Avec le temps, les meurtres macabres et violents de Schmidt lui vaudront 2 surnoms. Celui de la bête de Billitz, mais également
celui de Géant Rose. Les gens ont fini par l'appeler le Géant Rose en raison de sa grande taille, environ 1,90 m, mais aussi parce qu'il adorait les sous-vêtements féminins roses qui entraient dans son fétichisme. L'histoire de ce tueur commence il y a plus de 50 ans. Wolfgang Schmidt voit le jour le 5 octobre 1966 dans la petite ville rurale de Lénine, près de Potsdam, dans l'ancienne République démocratique allemande. Lui et son frère cadet grandissent sur les terres agricoles en périphérie de la ville. Le cercle familial fait office de première institution, où on apprend le rôle de l'homme et de la femme au sein de la société, ainsi que leurs relations entre eux. Et donc ce qu'on voit dans notre famille durant l'enfance va faire office de repère de normalité. Selon un rapport psychologique, les désirs particuliers de Schmidt se développent très tôt. Nous avons appris plus tard que Wolfgang Schmidt s'est découvert ce fétiche totalement par hasard. En vérité, il était allé fouiller le placard de sa mère, et c'est là qu'il avait trouvé de la lingerie. Il ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Et c'est alors qu'il a enfilé cette lingerie. Il éprouvait ce besoin de partager une relation aimante, une relation totalement fusionnelle avec sa mère. Ce qu'il avait le sentiment d'atteindre en portant ses sous-vêtements. Si au départ, Wolfgang Schmidt avoue porter les sous-vêtements de sa mère par pur plaisir enfantin, cela devient vite un substitut à une relation maternelle plus étroite. Bien sûr, bon nombre d'enfants jouent et font des expériences au cours de leur développement. Ils essaient les affaires de leurs parents, de leurs frères et sœurs. Tout cela ne sort pas de l'ordinaire. Non, selon moi, la vraie clé serait la réaction qu'aura l'entourage de l'enfant face à un tel comportement. Les parents vont-ils faire culpabiliser l'enfant? Vont-ils lui faire éprouver un sentiment de honte? Ou vont-ils tout simplement considérer cela comme un jeu, comme une expérience innocente et ne pas s'y attarder? D'après Schmidt, sa mère est alors horrifiée. Elle préfère donc fermer son placard à clé. Cependant, Schmidt vient déjà de développer un attrait pour les sous-vêtements de sa mère. Et quand il découvre que le fait d'uriner et de déféquer dessus lui procure un sentiment encore plus jouissif, il devient incapable de s'arrêter. Pourquoi a-t-il commencé à souiller ses sous-vêtements? Peut-être qu'il les portait alors qu'il était seul à la maison et qu'il a entendu du bruit. C'est un enfant, il peut prendre peur, il ne se contrôle peut-être pas, et ça arrive, comme ça. Ce n'était pas prévu, mais lorsque ça arrive, quelque chose de nouveau le submerge. Et même s'il ignore ce que c'est une sensation qu'il apprécie. Ce n'est pas sexuel, c'est simplement une sorte de plaisir complètement différent. Et quand un enfant aime quelque chose, il ne veut plus s'en passer. Et à l'âge de la puberté, le plaisir de se soulager dans les sous-vêtements de sa mère prend des dimensions tout à fait nouvelles. Prendre plaisir à détruire quelque chose qui appartient à sa mère, un objet des plus intimes, est très significatif, je pense, d'un point de vue extérieur. Et savoir qu'il a pris du plaisir à cela, à souiller ses culottes, cela m'indique qu'il apprécie la sensation de retrouver un certain pouvoir. En ritualisant ce comportement d'année en année, il a fini par non seulement devenir l'élément central de sa sexualité, mais également de sa vie tout entière. En somme, il finit par ne plus vivre que pour pratiquer ce type de sexualité. La garde-robe de sa mère désormais inaccessible, Schmidt doit trouver d'autres moyens de satisfaire ses envies. C'est ce qui marquera le début de sa double vie. Ulrich Bauschulte est l'avocat de Schmidt. Avec son père, il avait l'habitude de sortir les poubelles pour tout jeter dans des bennes plus conséquentes, ou comme on les appelait à l'époque en République démocratique allemande, des Müllkuppen. Un geste des plus banals pour tout le monde. Mais un jour, il a remarqué une culotte de femme qu'on avait aussi jetée. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à créer une collection de sous-vêtements. Schmidt se rend souvent dans les bois avoisinants de Dietz, un village près de chez lui, afin d'y chercher des sous-vêtements dans les tas d'ordures qu'on y trouve. Puis, il défèque en portant ses sous-vêtements, comble ses pulsions sexuelles,
et nettoie le tout comme si de rien n'était. Seulement, une fois passé l'âge adulte, cette routine ne lui suffit plus. Il lui faut une vraie femme au cœur de ses fantasmes. Et pour cela, la femme doit être recouverte de lingerie. Ensuite, le rituel de la défécation, puis le rapport sexuel pourra commencer. Et il a très vite fini par comprendre que, pour réaliser ce fantasme, il lui faudrait une femme qui soit tout à sa disposition. Et le seul moyen pour Schmidt de satisfaire ce besoin est le meurtre. Mais la vie dans une région isolée et à la population éparse a pour conséquence de limiter les occasions d'assouvir ces fantasmes peu communs. Il vivait dans une toute petite ville de campagne, entourée de forêts, de sous-bois, de lacs. Et donc, les étendoirs où les dames faisaient sécher leurs sous-vêtements n'étaient pas légion, ce qui lui compliquait la tâche. Mais cela ne le décourageait pas. Il fouillait partout, jusque dans les poubelles. Il prenait plaisir à porter ses sous-vêtements, puis à les retirer, à uriner dessus, à déféquer dessus. Tout cela se mélangeait à cette dynamique physique de l'excitation sexuelle. En 1985, la vie de Schmidt prend un tournant. Il s'engage pour 10 ans au sein des forces anti-émeutes de la police allemande. C'est à cette même époque qu'il rencontre une jeune femme d'un village voisin. Il se crée une double vie. Il sort avec cette jeune fille qu'il aime et qu'il finira par demander en mariage. Schmidt semble alors mener une vie qu'on pourrait croire sans histoire. Sa vie en tant que policier était très ordonnée. Peut-être pensait-il que porter un uniforme et suivre cette discipline lui permettrait de, contrôler ses pulsions. Il devait penser que cette atmosphère stricte parviendrait à le calmer. C'est une atmosphère très masculine, très virile. Mais lorsqu'en avril 1989, complètement ivre, il salue en public le 100e anniversaire d'Adolf Hitler, il se fait révoquer des forces de l'ordre, ce qui entraînera des conséquences catastrophiques. Si on analyse les écarts de conduite des tueurs en série, on tend à identifier certains moments clés, des choses qui feraient toute la différence entre le crime et la légalité à un moment précis. Et je crois que pour Schmidt, perdre son emploi de policier a eu un impact très très fort sur lui, car son sens de l'identité gravitait autour de cet axe. Schmidt, alors âgé de 23 ans, trouve un nouvel emploi dans une aciérie locale. Toutefois, sans la discipline de la police, ses envies insolites reviennent à la charge. Je ne doute pas une seule seconde que Schmidt est devenu de plus en plus instable entre l'instant où il est révoqué de la police et son premier meurtre qui s'est produit assez rapidement. Il avait en lui cette bombe à retardement qui a malheureusement et inéluctablement mené à ces actes atroces. Et c'est à l'automne de cette année qu'il a explosé. Sur le chemin de l'Aciérie, Schmidt finit par faire un détour en vue d'assouvir ses fantasmes pervers. Il se retrouve aux abords du village de Dietz, où il se cache dans les futaies afin d'observer les maisons. Il espère trouver des sous-vêtements féminins. Il s'est rendu jusqu'à la maison au bout de la rue, et c'est là qu'il a remarqué une remise. Et alors qu'il cherchait sans doute une corde à linge, il décide d'entrer dans cette remise où il trouve un marteau. Mais il aperçoit la propriétaire de cette maison, et je dirais que c'est là que l'explosion a eu lieu dans son esprit. En voyant Edeltraud Nixdorf s'occuper de son jardin, Schmidt est submergé par le désir d'attaquer brutalement cette femme, âgée de 51 ans. Et très probablement, sans même vraiment réfléchir, il l'a tout simplement frappée au crâne à l'aide du marteau trouvé dans la remise. La femme hurle et tente de se défendre avec un râteau. Mais Schmidt l'entraîne à l'intérieur de la maison, où il la frappe de nouveau, avant de l'étrangler. Puis, il abuse de son corps inerte. Cependant, encore insatisfait de la situation,
Schmidt enveloppe le corps dans une couverture pour le transporter dans les bois. Wolfgang Schmidt vient de faire sa première victime. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Pour son premier meurtre, la réalité se trouvait bien en dessous du fantasme qu'il s'était imaginé. Alors forcément, il allait continuer de faire en sorte que ce fantasme devienne la réalité. Des témoins ont vu Schmidt transporter sa victime dans la forêt et des policiers arrivent sur les lieux. On leur fait la description d'un homme très grand, costaud et athlétique. Et en fouillant la scène de crime à Dietz, les enquêteurs retrouvent des sous-vêtements éparpillés tout autour du cadavre. Volker Kelm fait alors partie des enquêteurs. Tous ces vêtements avaient été disséminés dans un périmètre restreint autour de la victime. Nous en avons vite conclu qu'il s'agissait d'une effraction, que le coupable avait été surpris par la victime et qu'il avait donc décidé de l'assassiner. La police trouve également un indice important dans la maison, une empreinte de pas. Ils y reconnaissent une chaussure militaire similaire à celle portée par certaines forces de police. Mais en 1989, la République démocratique allemande est au bord de l'effondrement. Les tentatives d'identification de cette botte à partir des fichiers de police officiels s'avèrent vaines. Quant à Schmidt, il est loin d'en avoir terminé. Nous avons là un homme qui cherche des proies au sens propre du terme. Tout ce qu'il veut, c'est une victime, et peu importe sa nature. Plus âgé que lui ou plus jeune, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle soit à sa merci. Le 24 mai, Schmidt se rend à vélo jusqu'à Fersch, à environ 13 km de Belitz, pour y retrouver des amis, quand il remarque un panneau indiquant une décharge. Même s'il n'y avait pas énormément d'étendoirs pour sa collection, les décharges sauvages illégales se multipliaient et on y trouvait toutes sortes de sous-vêtements de tout genre. Des slips, soutiens-gorge, culottes, n'importe quoi. Et ça, c'est vite devenu le terrain de chasse de Schmidt. En fouillant les ordures à la recherche de sous-vêtements, un bruit vient déranger Schmidt. C'est une femme de 55 ans, Christa Nojox, qui habite une caravane, non loin de là. L'âge de ces victimes importait peu. Pour une personne avec de tels fantasmes, bien souvent, la victime n'a ni visage ni âge particulier. Ainsi, il ne s'agit pas de la personne avec qui on le fait, mais plutôt de ce qu'on fait. Et pour lui, l'élément principal de l'expérience était ce fétiche. Quand Schmidt s'approche de sa victime, elle se met à crier. Il l'attrape au cou et serre de plus en plus fort. Mais Christa parvient à s'échapper. Alors Schmidt ramasse un câble électrique et la rattrape. Il étrangle Christa et la tue. Puis il l'entraîne dans la forêt et viole son cadavre. Les deux premiers meurtres étaient vraiment spontanés. Wolfgang Schmidt n'avait pas du tout prévu de tuer qui que ce soit. Il n'était pas sorti dans ce but. Mais ces deux premiers crimes ont fini par lui apprendre, premièrement, qu'il en était capable, et deuxièmement, que le fait d'avoir un rapport sexuel avec un cadavre lui procurait un plaisir certain. Lorsque la police arrive sur les lieux, Schmidt est déjà loin. Ayant désormais trouvé un moyen de satisfaire ses envies mortelles, il ne tardera pas à s'en prendre à une autre femme. À partir de cet instant, on assiste à une escalade des plus classiques. Le premier meurtre, à l'automne, en octobre 1989. Le deuxième, en mai 1990. Et peu après, à l'été 1990. Au mois de juillet, Schmidt fouille une décharge en périphérie de Brandebourg. Il a déjà trouvé des sous-vêtements et des magazines pornographiques quand il voit qu'il n'est pas seul. Il vient de repérer sa prochaine victime, une femme de 58 ans. Cette fois-ci, Schmidt est armé d'un couteau. Il s'approche de la femme et la poignarde, mais il ne la tue pas.
Il l'entraîne ensuite à l'abri des regards. Elle était inconsciente et il était sur le point de la violer quand on l'a interrompue. Et donc, il arrive presque à cet instant où il peut assouvir son fantasme, où il peut en faire une réalité, mais quelque chose l'en empêche. Schmidt prend la fuite. Les secours arrivent à temps pour sauver la femme. Elle survivra, mais restera incapable de décrire son agresseur à la police locale. Sans aucun indice, la police se voit dans l'incapacité de mener une enquête plus poussée. Aucun lien n'est encore établi avec les meurtres précédents. Schmidt fait ensuite profil bas pendant 8 mois. Mais ses pulsions le rattrapent et il ne tarde pas à refaire surface. Quand il s'est attaqué à sa 4e victime, il s'était préparé cette fois. Il avait un couteau. Il était vraiment déterminé car il était à 2 doigts de son objectif. Il a presque réussi à avoir des relations sexuelles avec une femme impuissante, qui est inconsciente. Et sa détermination est telle qu'il ne doute pas de parvenir à ses fins. C'est un sentiment d'urgence qui le prend alors, et cela le rend encore plus dangereux. Le 13 mars 1991, Wolfgang Schmidt agresse Inge Fischer, une femme de 34 ans qui rentrait chez elle à pied en passant par la forêt de Neuendorf, près de Belitz. Cette femme a été poignardée dans le dos par le meurtrier. Et encore une fois, au vu des circonstances et de la manière dont les choses s'étaient produites, nous n'avons pas pu établir de lien avec les faits précédents. En fait, cette fois-ci, le mode opératoire et la façon d'agir globale étaient tout à fait différents. La première avait été frappée à coups de marteau, la deuxième étranglée, et la troisième s'était fait poignarder. 2 étaient des femmes plus âgées et celle-ci avait la trentaine. Un chemin de forêt, puis une maison, puis une décharge. Et comme les indices ne concordaient pas, il était vraiment très compliqué de faire le rapprochement. Après 4 agressions, dont 3 meurtres, les enquêteurs n'établissent toujours aucun lien entre les différents crimes. Ainsi, Schmidt est libre de continuer sa tuerie sans être inquiété. Au printemps de l'année 1991, Wolfgang Schmidt mène 2 vies. Dans l'une, il s'apprête à se marier et travaille dans une aciérie. Et dans l'autre, il est un dangereux prédateur sexuel en liberté. Une chose est claire, toute femme qui croise son chemin dans les bois est en danger de mort. La police distribue des affiches et prévient les villages voisins, mais le message ne parvient pas jusqu'à une communauté de vétérans russes et leurs familles résidant dans la région. Ils se mélangeaient très peu aux gens du coin. Et ils n'ont sans doute pas remarqué ce qui se passait. Mais ce qui est arrivé par la suite leur a fait ouvrir les yeux de façon tragique. Neuf jours à peine après son dernier meurtre, Schmidt erre dans les bois derrière un hôpital. C'est là qu'il voit une femme russe, Tamara Petrovskaya, et son bébé, qui passent par la forêt pour rentrer chez eux. Il a passé sa vie à fantasmer sur cette rencontre. Et c'est quelque chose à quoi il ne renoncera pas. Et voilà que l'occasion se présente à lui. Mais il y a un obstacle sur le chemin, et cet obstacle, c'est le bébé. Et il se montre très pragmatique dans ses actes, en se débarrassant de cet obstacle sur la voie de son fantasme. Schmidt saute sur sa victime, la frappe et l'entraîne dans les fourrés. Et pour faire taire le bébé, le tueur l'arrache à sa mère, le jette au sol et lui donne de violents coups de pied à la poitrine. Le plus ignoble et le plus terrible des meurtres de Schmidt est celui de la femme du médecin. Cette femme de nationalité russe avait 44 ans. Imaginez-vous à quel point elle devait chérir son enfant, en particulier à cause de son âge. Hélas pour elle et pour son bébé, Schmidt croise leur chemin et il ne reculera devant rien afin de s'en prendre à cette femme.
Je me souviens que sur la scène du crime impliquant cette femme et son enfant, on a retrouvé de la lingerie éparpillée au sol. C'était désormais évident qu'au moins 2 meurtres étaient liés. Et c'est à ce moment-là que l'on s'est dit, et qu'en est-il des autres? Toutes ces affaires seraient-elles liées, en fin de compte? Les enquêteurs retrouvent des sous-vêtements sur la scène de crime. Ils sont désormais convaincus que tous ces meurtres sont reliés entre eux, et l'enquête fait un bond phénoménal. Ils comprennent que le meurtrier a très certainement des obsessions dangereuses. Il devient alors impératif d'arrêter le tueur que les journaux appellent déjà la bête de Billits et le géant rose. Aurait-il donc trouvé les indices pouvant les mener à ce prédateur sexuel extrêmement dangereux? Une fois que nous avions fait le rapprochement entre les sous-vêtements et le meurtrier, bien évidemment, nous nous sommes concentrés sur cet aspect-là des meurtres. Alors, dans les environs des scènes de crime, nous avons fini par trouver des sortes de cachettes où il réunissait ses sous-vêtements pour venir s'y soulager. Et ce sont parfois des sacs entiers de lingerie que nous avons retrouvés. Marianne Böhm, jeune procureure de Berlin-Ouest à cette époque, est envoyée à Potsdam pour superviser l'enquête. L'affaire Wolfgang Schmidt se distinguait particulièrement à cause de la variété des affaires à traiter. J'étais debout jour et nuit à cause de l'anxiété, parce que nous n'arrivions pas à mettre la main sur le meurtrier. Et dès que le téléphone sonnait, je me levais d'un coup, de peur qu'il ait encore frappé. Schmidt sait-il alors que la police est sur ses traces? Le fait est qu'il court toujours et se complète encore dans ses dangereux fantasmes. La raison principale qui explique que les enquêteurs aient eu du mal à regrouper les pièces du puzzle pour traquer Schmidt vient du fait qu'il y a 2 grandes catégories de tueurs en série. Le tueur en série basé sur les victimes et celui basé sur l'acte ou sur la violence. Le premier type cherche une victime en particulier. Le deuxième type n'en a rien à faire de la victime, c'est différent. Ce qu'il recherche, c'est la violence pure. Et ce qui l'excite, c'est le meurtre ou un plaisir sexuel quelconque. Et pour Schmidt, la victime lui importait peu. C'est l'acte sexuel qu'il recherchait. Et pourtant, la police ignore encore à qui elle a affaire. Le cœur du problème venait du fait que Schmidt n'était pas répertorié en tant que prédateur sexuel dans les archives de la police. Les enquêteurs de l'époque avaient pourtant réussi à bien comprendre comment fonctionnait ce meurtrier. Ils savaient que ses actes étaient basés sur le fétichisme et que cela l'avait mené à une situation où l'envie de meurtre avait fini par l'envahir. Par ailleurs, ils avaient très vite compris qu'il s'agissait là d'un tueur en série. De plus, comme aucun indice ni aucun témoignage de la population ne menait à Wolfgang Schmidt, sa capture restait tout simplement impossible. Ils en étaient réellement réduits à devoir le prendre sur le fait. C'était comme chercher une aiguille dans une meule de foin. 2 semaines après sa dernière agression, Schmidt se remet à rôder. Son chemin croise celui de 2 filles âgées de 12 ans qui cherchent un cerf-mort dans les bois. L'escalade est une chose très très courante. Et donc à cet instant, peut-être se disait-il qu'il pourrait assouvir son fantasme avec 2 femmes au lieu d'une. Peut-être y avait-il déjà songé depuis un bout de temps. Je suis persuadé que s'il a agi de la sorte, c'est parce qu'il avait déjà passé les stades précédents et qu'il en voulait toujours plus, et toujours plus, jusqu'au jour où il serait arrêté. Schmidt était déguisé en femme et portait un tablier quand il s'en est pris à ses 2 filles. Ce que ces ados ont pensé à ce moment défie l'entendement. Elles sont face à ce géant habillé en femme et avec un tablier. C'est tout simplement bizarre. Elles ont survécu toutes les 2.
Et cette fois-ci, elles ont pu donner une description de leur agresseur. La frustration ressentie par Schmidt après avoir laissé les deux filles s'échapper est si intense que le lendemain, le 5 avril 1991, il frappe de nouveau. Il entre par effraction chez une dame de 66 ans, Talita Bremer, alors endormie. Schmidt trouve ses sous-vêtements et est submergé par l'excitation. Après avoir étranglé la femme, il viole son corps sans vie. Il faut garder à l'esprit que nous avons là un homme qui détenait un certain contrôle sur son comportement. Nous avons tous des fantasmes, des choses que nous aimerions faire, mais qui ne sont pas forcément acceptées par la société, ou qui sont perverses, peut-être illégales. Et la plupart des gens décident de ne pas les réaliser. Mais pas lui. Il savait ce qu'il faisait. Il était conscient que c'était mal, mais il le faisait malgré tout. Car il voulait voir ce fantasme qu'il s'était créé devenir une réalité. Et à chaque fois, il choisira de recommencer. Il recommencera parce qu'il n'y est pas parvenu à 100%, d'où la répétition. La traque de Schmidt s'accélère. Grâce au témoignage des deux adolescentes qui se sont échappées, la police est en mesure d'établir un portrait robot et le gouvernement offre une récompense de 20 000 Deutschmark pour toute information. Nous avons reçu des centaines d'appels après cette annonce. Plusieurs détails gravitaient autour d'une personne des environs, qui sortait souvent, qui pratiquait une activité impliquant d'être en forêt. Mais nous n'en savions pas plus. Et c'est vraiment après que les filles ont pu nous décrire la personne que nous cherchions que la situation a commencé à s'éclaircir. À l'été 1991, les fantasmes du tueur pervers Wolfgang Schmidt sont complètement hors de contrôle. Dans sa quête atypique de plaisir sexuel, l'homme s'en est pris à 8 personnes et a assassiné 6 d'entre elles, dont un bébé. Mais sa soif de plaisir morbide semble n'avoir aucune limite. Le 1er août 1991, près de 4 mois après son dernier meurtre, Schmidt retourne dans la forêt près de chez lui en vue de satisfaire ses envies. Dans le cas de Schmidt, il ne s'agit pas simplement de mettre un terme à la vie de ses victimes avant d'abuser de leurs cadavres. On voit une sorte de continuité dans le fait de porter des vêtements de femmes, de souiller leurs sous-vêtements. Il suit cette routine, il suit ce rituel dont il doit respecter chaque étape dans l'optique d'être complètement satisfait. Par la suite, tout cela devient de plus en plus complexe, de plus en plus élaboré dans les étapes à suivre. Porter des sous-vêtements féminins, puis les souiller, trouver une victime, attaquer cette personne. Et chacun de ces éléments doit être présent pour satisfaire cet homme. Les autorités, alarmées par cette vague de crimes pervers, sont alors bien décidés à mettre la main sur le tueur en série surnommé la Bête de Belitz. Avec tous les indices à notre disposition, nous nous sommes mis à passer la forêt au peigne fin à la recherche des cachettes de Schmidt. Car nous étions intimement persuadés que nous en trouverions d'autres. Et nous avons effectivement fini par en trouver d'autres dans les bois près de Belitz-Heilstatten, Neuendorf et ailleurs. Nous avons donc placé sous surveillance 2 de ces endroits. Pour ce faire, nous avons dû recourir à l'aide d'unités d'observation spécialisées dans ce genre de mission bien particulière. Pour faire plus simple, leur rôle consistait à se cacher dans la forêt, à attendre et à observer. Et s'ils le voyaient enfiler les sous-vêtements ou se lancer dans une quelconque activité sexuelle, ils le prendraient sur le fait et l'appréhenderaient. Mais tandis que la police observe ces sites, Schmidt, affublé d'un soutien-gorge sous sa veste, est repéré par 2 promeneurs en train de se soulager ailleurs. Lorsque les 2 témoins, choqués, rapportent les faits, la police ne met pas longtemps à arrêter Schmidt et à le placer en garde à vue. Il est ensuite mis en examen pour les meurtres qu'il a commis. Wolfgang Schmidt, à l'époque, était un jeune homme des plus timides, très renfermé, et qui, comme beaucoup de prédateurs sexuels et même de simples meurtriers, n'avait rien d'un criminel de prime abord.
Beaucoup de gens nous l'ont décrit comme le gentil gamin qui vivait à côté. Ulrich Bauschult est l'avocat chargé de la défense. Je dois dire que par rapport à sa taille, il mesurait 1,90 m, il me semblait, quand je lui parlais, qu'il était en vérité tout petit, en raison de sa timidité. Et c'est assez ahurissant quand on découvre la violence dont il a pu faire preuve. Lors de l'énumération de ces différents crimes, Schmidt ne montre que très peu de remords pour ses actes. Selon moi, ces faits étaient gênants. Mais lui, il n'éprouvait aucune honte. Pas même pour les meurtres. La seule chose qui le gênait semblait être qu'on l'ait vu en lingerie et affublé d'un tablier. Le procès débute le 20 octobre 1992, 2 semaines après le 26e anniversaire de Schmidt. La presse allemande s'empare très vite de l'affaire et surnomme le tueur la bête de Billitz et le géant rose, en raison de sa fascination pour les sous-vêtements. L'engouement de la presse pour cette affaire était proprement ahurissant. Le tribunal était même trop petit pour accueillir tous ces journalistes. L'Allemagne entière était suspendue aux lèvres de la presse. Gisela Friedrichsen est alors chroniqueuse judiciaire pour un célèbre magazine ouest-allemand. Dès le départ, tout le monde savait que Wolfgang Schmidt avait tué de nombreuses femmes. Puis, petit à petit, tous les détails les plus sordides ont fini par être relayés au public à travers la presse. Et à partir de là, il n'y a alors plus le moindre doute possible quant au fait qu'il était un jeune homme très perturbé. Les journaux est-allemands, en revanche, se montrent moins compréhensifs avec Schmidt. L'idéal pour eux aurait été de l'exécuter. Ils ne se seraient pas privés de lui couper tout ce qu'ils auraient pu lui couper, et même plus. La santé mentale de Schmidt est évaluée par le professeur Wilfried Rasch, le plus éminent psychiatre médico-légal d'Allemagne à l'époque. Le professeur Rasch a su merveilleusement bien expliquer à la cour toute l'évolution de Wolfgang Schmidt dans le temps. Tout avait commencé à l'enfance, avec ce désir de vivre une relation plus fusionnelle avec sa mère, ce qui a bien évidemment fini par évoluer vers quelque chose d'autre petit à petit. On ne parle alors que de fétichisme et de travestisme à ce moment-là, bien sûr, mais plus tard, à ce premier mélange, déjà assez instable, vient s'ajouter un penchant pour la coprophilie qui sera de plus en plus ancré dans son fonctionnement. Même en analysant les cas d'autres tueurs en série, ce type de fantasme est assez rare. On ne croise pas souvent ce type de comportement. Et malheureusement, si une telle chose n'est pas étouffée dans l'œuf, si on ne la remarque pas assez tôt, alors la situation ne peut qu'empirer. Schmidt partage ses secrets les plus intimes avec le psychiatre, y compris son habitude de déféquer dans des sous-vêtements féminins avant de les porter à l'envers pour se donner du plaisir. Le professeur Rasch en conclut que les fantasmes sexuels de Schmidt ont fini par prendre de l'ampleur et qu'à un moment donné, l'équilibre est devenu trop précaire, au point qu'il a eu envie d'impliquer une femme. Cependant, c'est lorsque Schmidt n'est pas parvenu à ses fins qu'il a basculé et que sa frénésie a débuté. Quand le désir est devenu de plus en plus fort, ça a conduit à ses meurtres. Ça a marqué son premier élan. Et il a compris qu'il pourrait désormais atteindre ce stade où ses désirs seraient comblés. Schmidt se montre coopératif dès le départ, mais confronté au portrait robot qui a permis son arrestation, sa réaction est déroutante. Quand on lui a montré cette photo, il m'a dit « Ça me ressemble beaucoup, mais ça ne peut pas être moi, parce que je n'ai tué personne. » Pour vous dire la vérité, je n'ai pas su comment je devais interpréter ces propos, jusqu'à ce que le professeur Rasch ait terminé son diagnostic, qui visait à établir ce qui n'allait pas chez M. Schmidt. En fin de compte, il s'est avéré que quand il vivait son fantasme, dans son esprit, ces femmes étaient bel et bien vivantes.
Et à chaque nouvelle audience, Schmidt s'évertue à dire que dans son esprit, toutes ses victimes étaient encore en vie. Le fantasme de Schmidt consistait avant tout à dominer une femme vivante. Il disait qu'elles étaient en vie dans son esprit, qu'elles devaient être vivantes, car c'était sa seule manière d'éprouver du plaisir. Même si le juge dispose de nombreuses preuves telles que des vêtements, des sous-vêtements et les armes des crimes, celles-ci ne joueront qu'un rôle infime dans cette affaire, Schmidt ayant déjà avoué tous les faits. Tout le monde était d'accord pour dire que la place de M. Schmidt était dans un hôpital psychiatrique. Schmidt est condamné à 15 années de prison. Il est alors interné dans une clinique psychiatrique à Brandebourg, où il séjourne toujours. Autre conséquence de ces crimes atroces, sa fiancée l'a quitté depuis son incarcération. Wolfgang Schmidt est assurément un pervers sexuel, et il montre des signes assez clairs de troubles de la personnalité. Tant qu'il n'assumera pas ce qu'il a fait, et qu'il ne cherchera pas à obtenir l'aide nécessaire à ses problèmes, il constituera toujours une menace pour la société. Et à ce jour, la situation n'a pas changé. Il a donc très peu de chances de retrouver sa liberté. Certains hésitent encore à le qualifier de tueur en série, en raison de son mode opératoire variable d'une victime à l'autre. Mais dans le fond, ses actes, ses pulsions, restent les mêmes que pour les autres tueurs en série. Il veut se mettre en position de force face aux autres. Il veut les dominer. Ce qu'il partage avec d'autres tueurs, c'est ce manque d'égard total envers les droits de ses semblables, pour leur vie et encore moins pour leur souffrance. Dernier rebondissement dans cette affaire, en 2009, la justice a autorisé Wolfgang Schmidt à changer son nom en Beate Schmidt lorsqu'il a fait part de son désir de devenir une femme. Il suit un traitement hormonal depuis 2010, mais n'a pas encore été autorisé à subir d'opérations chirurgicales. Peu importe sa future nature, les meurtres étranges et brutaux de la bête de Belitz ont fait de Wolfgang Schmidt l'un des tueurs les plus sanguinaires de la planète.